Bonjour, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente La mer Noire dans les Grands Lacs de Annie Lulu, paru aux éditions Julliard. Alors attention, coup de cœur, c'est la première fois depuis 1 an que je tiens ma chaîne que je prononce ces mots coup de cœur. Coup de cœur pour l'écriture, coup de cœur pour le contenu, pour les répliques, parce que ce texte n'a pas fini de vivre en moi. Coup de cœur pour les finitions, pour la fulgurante beauté des phrases. Coup de cœur pour le bouleversement, parce qu'il m'arrive d'être touchée dans mes lectures, heureusement, mais bouleversée à ce point. La dernière fois que ça m'était arrivé, c'était en lisant L'été des charognes de Simon Joannin, il y a 4 ans. Et on peut mettre l'écriture des 2 auteurs sur le même plan d'égalité. Dans ce roman, il y a un nombre incroyable de thèmes qui sont brassés, habilement brassés, de façon à ce que le lecteur ait la sensation qu'il n'y a qu'un seul thème. Je n'ai jamais lu ça, cet auteur est vraiment extrêmement doué. Le thème principal est un thème universel, c'est les rapports entre les parents et les enfants. C'est écrit à la 2e personne, le personnage principal s'appelle Nili. Nili est une Roumaine métisse et dans ce roman, elle s'adresse à son fils qui est dans son ventre et qui est sur le point de naître. Elle lui raconte les ancêtres, le poids de l'hérédité. Elle lui raconte qui il est, qui il sera, d'où il vient et où il ira. La mère de Nili s'appelle Elena. Elena est une beauté slave. On est en 1989, elle est étudiante à Bucarest et elle rencontre Exocé. Exocé est étudiant zaïrois. Dans cette époque-là, nous avions les 2 dictateurs, Ceausescu et Mobutu, qui organisaient des échanges d'étudiants. Et donc, en Roumanie, alors que tout le monde crevait de faim sous le régime communiste, il y avait des hommes de couleur qui avaient leur garde-manger plein, qui allaient au restaurant tous les jours sous le regard ébahi de la population locale. Elena et Exocé ont une aventure plus ou moins clandestine, plus ou moins mal vue, et de cette aventure va naître Nili. Nili naît en décembre 1989, pendant que les époux Ceausescu étaient assassinés publiquement devant les journalistes du monde entier. Exocé, à la suite de ça, ne peut pas rester en Roumanie, il est en danger, il est obligé de fuir, il retourne au Zaïre et Elena, désemparée, jette son bébé à la poubelle. Heureusement, une belle étoile brille au-dessus de la tête de Nili. Je vais vous lire un extrait de la page 34, parce que c'est bien beau de dire que l'écriture est magnifique, mais là vous allez voir qu'en plus le texte est scandé. Donc Nili raconte à son fils dans son ventre qu'elle n'a jamais vu sa mère avec un homme. Et tu sais, pour une femme, c'est-à-dire une gibecière remplie de traces et de chaleur, un vrai bagage à ferveur porté par un ventre, c'est malheureux, je trouve, de dévouer irrévocablement les parois de soi au retrait du monde. Parce que si on y réfléchit bien, ma mère, abstinente, elle refuse de faire l'amour à l'humanité en elle. C'est un peu une pingre, une avare inavouée, incapable de s'abandonner au grand mouvement de la vie qui exige, lui, qu'on s'y laisse porter dans un élan généreux et pas pour l'idéal escroquerie d'une pureté emmaillotée dans de la morale bien méprisante, bien dégueulasse pour les autres, qui m'a fait sentir dégoûtante et souillée aux yeux d'Elena la pure. Ceux qui ne font pas l'amour, comme elle, ils doivent essayer de faire autrement pour se supporter d'exister. Mais ça ne sert à rien, tu sais. Ils doivent quand même être incapables d'accepter de s'ouvrir à un autre qui partira, non pas pour les abandonner, mais pour être lui-même, parce que c'est son droit le plus strict, un droit aussi naturel que s'endormir après les sueurs de l'étreinte. Ils s'en rendent compte peut-être un jour, les abstinents comme ma mère, et leur cœur devient rêche. Ils finissent par vivre comme elle, dans la rancune, par être maniaques. « Nili, arrête de bouger. Nili, tu fais chier. Arrête de chanter. Nili, touche pas à ça. » C'est comme si Elena
avait donné toute sa réserve de bois sec dans le feu de paille de mon père et qu'elle attendait qu'il vienne bûcher des troncs dans sa mangrove inexploitée avec l'idée qu'au fond, il lui devait quelque chose et que cette dette avait condamné tout désir pour qui que ce soit d'autre tant qu'elle ne serait pas payée en juste retour. Le ton est donné, hein. C'est un flot continu d'émotions. Alors, dans ce roman, il n'y a ni racolage, ni étalage gratuit. C'est foudroyant de justesse, au point qu'on en vacille dans notre lecture. Il y a eu des pages et des pages pendant lesquelles je pleurais sans m'en apercevoir, tellement le texte fait écho à ce que j'ai pu vivre à un moment donné de ma vie. Alors ne passez pas à côté parce que je vous dis que j'ai pleuré. Hein. On cherche tous des sensations dans nos lectures. Je ne vais même pas dire à âme sensible s'abstenir. On a tous une caisse de résonance en nous. Et j'affirme qu'à un moment ou un autre, ce texte va venir frapper à votre caisse de résonance. Je mets ce roman dans le top 3 des meilleurs romans que j'ai lus dans ces 10 dernières années. Merci de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner. Je vous souhaite à tous une bonne lecture. Je sais qu'elle sera bonne.